The International Criminal Tribunal for former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Prendere prima. Monsieur le greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Thank you and good afternoon. Bonjour, Madame, Monsieur les juges. Il s'agit de l'affaire ISO 367T, le procureur contre voyageur Seychelles. Monsieur le greffier, en ce lundi 5 mars 2012, je salue toutes les personnes présentes, Monsieur Marcussen et ses collaboratrices. Je salue également Monsieur Seychelles. Je salue toutes les personnes qui nous assistent. Je dois vous présenter mes excuses. Nous avons pris un léger retard pour une cause totalement indépendante de ma volonté. Dans la décision que nous avions rendue il y a quelque temps, nous avions indiqué que l'accusation aurait 10 heures pour son réquisitoire et la défense représentée par M. Seychelles aura également 10 heures. Donc cette première semaine va être consacrée au réquisitoire et la deuxième semaine, ce sera la plaidoirie. Sur ce, M. Marcussen, je vous donne la parole. Thank you, Your Honor. Merci, Madame, Messieurs les juges. Madame, Messieurs les juges, avant que je ne commence, je souhaite informer les juges de la Chambre de première instance que pour ce qui est de l'accusation, le conseil qui va présenter ses arguments sera un conseil différent du mien. Il y aura Madame BSA qui est ici, présente aussi aujourd'hui et Monsieur Rossemeyer, Haushauser, Monsieur Biudisha ainsi que Monsieur Trelli. Nous n'aurons pas l'ensemble de l'équipe de l'accusation dans le prétoire et les différents conseils viendront dans le prétoire au fur et à mesure de la présentation de leurs arguments. Je souhaite également indiquer au juge de la Chambre que l'accusation n'aura pas besoin de 10 heures pour présenter ses arguments. J'ai une objection à formuler. Madame, Messieurs les juges, j'estime que 5 représentants du bureau du procureur qui vont présenter un réquisitoire, c'est trop peu. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait au moins un par heure pour ce qui est de la présentation qu'ils vont faire, parce qu'ils ne sont pas capables de tenir un discours de façon sensée pendant plus d'une heure. Vous dites est hors de propos. Laissez l'accusation faire son réquisitoire, ils le font comme ils veulent. Poursuivez, Monsieur Marcussen. Thank you, Your Honor. Merci, Madame, Messieurs les juges. Madame, Messieurs les juges, cela fait exactement 20 ans aujourd'hui que le 5 mars 1992, l'accusé avait juré que le parti radical serbe était prêt à s'opposer par tous les moyens disponibles à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Il a menacé d'aucuns et il a déclaré que si ce pays déclarait l'indépendance, il a, je cite, des rivières de sang sur la terre de Bosnie-Herzégovine. Cela se trouve à la pièce P 1324. Le jour d'après, après la menace de l'accusé, la Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance. À la fin du mois de mars, il y a 20 ans, des rivières de sang ont coulé en Bosnie-Herzégovine à la manière dont ces rivières avaient coulé en Croatie après sa déclaration d'indépendance. La menace de l'accusé
de rivières de sang sont devenues une réalité particulièrement difficile pour le témoin VS 1064. Le témoin VS 1064 avait 22 ans à l'époque. Il est né et a vécu à Kostoyerevo, à Zvornik. Personne ne l'a jamais regardé différemment parce qu'il était musulman, jusqu'au moment où la guerre a éclaté en Croatie et les Serbes en Bosnie-Herzégovine ont commencé à se préparer à la guerre. En avril 1992, les forces serbes ont attaqué et nettoyé la ville de Zvornik de sa population non serbe. Il n'y avait que quelques villages non serbes sur le territoire de la municipalité qui restaient encore à nettoyer. L'un de ces villages était Kostoyerevo. On avait promis aux habitants de ce village que rien ne leur arriverait. Donc, lorsque la JNA leur a ordonné de remettre leurs armes, leurs fusils de chasse, ils ont obtempéré. Mais le 30 mai 1992, l'armée a attaqué leur village. Ils n'ont pas riposté. Néanmoins, les habitants ont été contraints à quitter leurs habitations et les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants ont été chassés en direction de territoires occupés par les musulmans. VS 1064 était seul à cet endroit en compagnie de son père et de ses 3 frères, dont l'un n'avait que 17 ans. Les forces serbes de la TO les ont détenus, ainsi que les autres hommes, dans le centre de la culture de Drinacha. Les prisonniers n'ont reçu aucune nourriture et pas d'eau. Les gardiens les ont humiliés et ils les ont forcés à faire le salut à 3 doigts orthodoxe pour les autoriser à se servir de la salle de bain. Mais l'humiliation n'avait rien à voir avec ce qui les attendait. Peu de temps après, un groupe des hommes d'Arkan ont fait irruption dans la maison de la culture. Ils ont contraint les prisonniers à chanter des chants tchétniques et ils les ont insultés en les appelant des balias et des oustachis et les ont frappés. VS 1064, son père et ses frères, tous les hommes ont été frappés par les hommes d'Arkan. Ils ont frappé les prisonniers avec des bâtons et les ont poignardés. Et ils ont frappé les prisonniers si fort que l'un d'entre eux a supplié, et je cite, « Donnez-moi un fusil pour que je puisse me tuer, je n'en peux plus. » Fin de citation. Après avoir poignardé un des prisonniers, le dirigeant du groupe, avec un couteau encore ensanglanté à la main, a menacé, et je cite, « Vous verrez ce que seront les tchétniks ce soir. » Fin de citation. Ensuite, les hommes d'Arkan sont partis. Dans la soirée, un groupe des hommes de Shechel est arrivé. VS 1064 se souvient qu'il avait si peur qu'il n'osait pas les regarder. Il craignait que si leurs yeux se rencontraient, ils allaient lui faire du mal. Ils ont commencé à sélectionner les détenus et à les faire sortir par petits groupes. Après que chaque groupe ait été emmené, VS 1064 a entendu des coups de feu. Les hommes qu'on avait fait sortir ne sont pas revenus. Mais les hommes de Shechel, eux, sont revenus. Ensuite, c'était le tour de VS 1064. On l'a fait sortir, ainsi que d'autres hommes de son village. Les hommes de Shechel ont commencé à tirer. VS 1064 est tombé à terre, blessé. Les tirs ont cessé et les hommes de Shechel ont commencé à tirer des tirs d'allégresse. Dès qu'ils sont entrés à l'intérieur, VS 1064 a réussi à se lever et à s'enfuir. Il a vu un petit groupe d'hommes qui gisaient sur le sol en béton à côté de lui. Ils étaient tous morts, à l'exception d'un seul qui appelait sa mère. Après la guerre, les victimes du massacre ont été exhumées.
VS 1064 a identifié les restes humains de son père ainsi que de ses 3 frères parmi les 88 cadavres. Cette affaire concerne la responsabilité de l'accusé pour les crimes commis contre VS 1064 ainsi que toutes les autres victimes des crimes commis à Vukovar, Zvornik, la région de Sarajevo, Mostar, Nevesinje, Hrtkovci, qui ont été prouvés en l'espèce. Les éléments de preuve montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes exposés à l'acte d'accusation ont été établis, plus particulièrement des dizaines de milliers de civils non serbes innocents, essentiellement croates et musulmans, ont été transférés par la force et expulsés. Les Croates et les musulmans qui n'ont pas été chassés ont été détenus dans des conditions inhumaines. Ils ont été frappés, torturés, violés ou soumis à d'autres sévices sexuels. 905 personnes ont été tuées, la plupart dans le cadre de massacres organisés ou dans des centres de détention. Des biens croates et musulmans ont été pillés et détruits sans motif, et des édifices religieux ont été détruits et profanés. Les Croates et les musulmans ont été persécutés par des actes tels que des licenciements, la privation de leur retraite, et ont fait l'objet de mesures pour les empêcher de rentrer chez eux après qu'ils en ont été chassés. L'accusé a matériellement commis des crimes à Vukovar et Hrtkovci. Et il est responsable des crimes commis par les forces serbes, notamment les hommes de Šešelj, pendant la campagne de persécution en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, en sa qualité de membre de l'entreprise criminelle commune. Les éléments de preuve démontrent également que l'accusé a incité à commettre et a aidé et encouragé les auteurs des crimes imputés dans l'acte d'accusation. Le réquisitoire de l'accusation abordera les questions suivantes. En premier lieu, nous allons montrer que l'accusé était membre d'une entreprise criminelle commune aux fins de commettre les crimes imputés dans l'acte d'accusation. Moi-même, je vais présenter les arguments sur l'existence de l'entreprise criminelle commune. Madame Biassé abordera la contribution de l'accusé à l'entreprise criminelle commune ainsi qu'à sa contribution lorsqu'il a incité à commettre les crimes et comment il a aidé à encourager les auteurs de ces crimes. Deuxièmement, nous allons aborder les crimes imputés dans l'acte d'accusation et commis dans le cadre de l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune. Madame Hochhauser parlera de Vukovar. Monsieur Moussemeyer parlera des éléments de preuve eu égard aux dites municipalités type en Croatie et Bosnie-Herzégovine. Madame Iodice abordera, Madame, Monsieur les juges, la question de Zvornik et de la région de Sarajevo. Monsieur Traldik couvrira 2 régions, Mostar et Nevesinje. Madame Béassier traitera des crimes de l'accusé à Hrtkovci. Et pour finir, je conclurai en présentant les arguments de la défense sur le prononcé de la peine. Je vais maintenant présenter les arguments de l'accusation concernant l'entreprise criminelle commune telle qu'alléguée dans l'acte d'accusation. Madame, Monsieur les juges, les éléments de preuve indiquent, au-delà de tout doute raisonnable, l'accusé a participé à la préparation et à l'exécution d'une entreprise criminelle commune. Son objectif commun qui consistait à créer par la force des territoires éthiquement distincts en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. L'objectif criminel commun a été mis en œuvre au moins à partir de la fin du mois d'août 1991, lorsque les forces serbes ont mené une campagne de persécution massive, essentiellement contre les non-serbes, essentiellement des Croates, des musulmans en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Les crimes commis à Vukovar, Zvornik, la région de Sarajevo, Mostar et Nevesinje faisaient partie de cette campagne de persécution. Ces crimes ont été commis par des forces serbes placées sous le commandement de ou contrôlés par les membres de l'entreprise criminelle commune.
la plupart des crimes les plus odieux ont été commis par des volontaires serbes, recrutés, organisés et déployés par l'accusé. Ces volontaires étaient tristement célèbres en raison de leur brutalité et de leurs crimes. Et ces volontaires étaient si étroitement associés à lui qu'on les appelait communément Chechelsi, les hommes de Chechel. Les hommes de Chechel ont participé à et ont commis les crimes dans toutes les municipalités imputées à l'acte d'accusation qui invoquent les faits incriminés. Les forces de la JNA ont participé à et ont commis les crimes qui ont été prouvés en l'espèce. Membre de l'entreprise criminelle commune, Slobodan Milosevic et président de la République de Serbie contrôlaient la JNA. Des membres de l'entreprise criminelle commune, des généraux de la JNA, Veljko Kadejevic et Blagoje Hadžić, étaient les officiers les plus hauts gradés de la JNA. Des membres des unités de l'unité des opérations spéciales du MUP serbe, généralement appelés les bérets rouges, ont également participé à et ont été auteurs de ces crimes. Milosevic contrôlait également le MUP serbe et travaillait étroitement avec des membres de l'entreprise criminelle commune, Jovica Stanisic, chef des services de sûreté du MUP serbe, et de son adjoint Franko Simatovic, alias Franky. Et le MUP serbe a coopéré étroitement avec un membre de l'entreprise criminelle commune, Zeljko Raznatovic, alias Arkan. Il contrôlait une organisation paramilitaire appelée les Hommes d'Arkan ou les Tigres d'Arkan, qui a également commis et participé aux crimes qui figurent dans l'acte d'accusation. En Croatie, des membres de la police serbe locale et des forces de la défense territoriale ont commis les crimes et y ont participé. Ils étaient placés sous le commandement et le contrôle de Goran Hadžić, membre de l'entreprise criminelle commune, premier ministre de la SAO de Slavonie, de Baranja et du Srem occidental, président en gouvernement de la SAO SBSO et plus tard président de la RSK, la République serbe de Krajina. Membre de l'entreprise criminelle commune, Radovan Stojicic, également connu sous le nom de Bajda, un commandant du MUP dans le SPSO en 1991. En Bosnie-Herzégovine, des membres de la police serbe locale et des forces de défense territoriale, ainsi que des membres de l'armée de la Republika Srpska, la VRS, ont commis et ont participé à ces crimes. Ils étaient placés sous le commandement ou le contrôle de membres de l'entreprise criminelle commune, Radovan Karadzic, le président du SDS en Bosnie-Herzégovine, et à partir du 12 mai 1992, le président de la présidence de la Republika Srpska, l'ARS. La membre de l'entreprise criminelle commune, Biljana Plašić, un membre de la présidence RS, membre de l'entreprise criminelle commune, Momčilo Krajšnik, le président de l'Assemblée nationale serbe de la Republika Srpska, qui contrôlait ses forces également. Et pour finir, un membre de l'entreprise criminelle commune, Ratko Mladic, commandant de l'état-major principal de la VRS. La participation de toutes ces forces aux crimes imputés dans l'acte d'accusation était la conséquence d'une coopération étroite entre ces membres de l'entreprise criminelle commune ainsi que d'autres, tels que Radmilo Bogdanovic, qui a facilité l'armement des Serbes à la fois en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Les crimes ont été commis par ces forces parce que l'accusé et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune étaient unis dans un but commun, à savoir la création d'un État serbe, que je vais maintenant aborder.
L'unification des Serbes au sein d'une grande Serbie était une vision que l'accusé avait caressée depuis longtemps et qui constitue un pilier central de son programme politique. Dans le cadre de son programme politique, l'accusé avait ressuscité l'idéologie tchétnique ainsi que les traditions militaristes de la Première et Deuxième Guerre mondiale. L'objectif essentiel du mouvement tchétnique se résumait à une lutte pour prendre le contrôle du territoire de la Grande Serbie et assurer l'expulsion des non-serbes des zones convoitées pour conserver la dominance serbe. Pour faire connaître et promouvoir son objectif de Grande Serbie, il a créé un magazine Velika Serbia, ce qui signifie Grande Serbie. Sur la page de couverture du premier numéro de Velika Serbia se trouve une carte de la Grande Serbie, pièce à conviction P38. P28 P26. It should now be shown. Que nous allons maintenant vous montrer à l'écran. Nous montre la vision qui était celle de l'accusé, la Grande Serbie. Ceci comprend ce qui correspond aujourd'hui à la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et une grande partie de la Croatie. Comme il l'a indiqué dans la pièce P1175, l'accusé souhaitait amputer la Croatie. Là où passait l'ancienne ligne serbe entre Karlobag, Ogulin, Karlovac, Mitrovica, la ligne KOKV qu'il revendiquait. Could you put the map on? Thank you. If your honors look, Madame, Messieurs les juges, si vous regardez la partie qui se trouve en haut à gauche de la carte, we seem to be having some technical. je crois que nous avons des difficultés techniques. If I may turn your honor. Si je puis vous demander, Madame, Monsieur le juge, de vous reporter à nouveau la carte. Si vous regardez la partie qui se trouve en haut à gauche de la carte, la ligne KOKV qui correspond à la frontière de la région qui est assurée en rouge et la région qui est assurée en brun. The accused also in. L'accusé a alors entamé une campagne de propagande venimeuse et implacable contre ceux qui n'étaient pas serbes, dont les Croates, les musulmans, mais aussi les Albanais du Kosovo. Il a affirmé que les Serbes avaient un droit historique à posséder ce territoire de Grande Serbie. Il a dénigré et déshumanisé les non-serbes. Il a assimilé les Croates aux fascistes Ustashi qui avaient commis des crimes contre les Serbes, et les musulmans de Bosnie aux Turcs ottomans qui, disait-il, avaient asservi les Serbes pendant des siècles. Il a affirmé que les Serbes faisaient l'objet d'une menace imminente de génocide aux mains des Croates et à une réduction en esclavage de la part des musulmans. Il a agité le spectre des crimes contre les Serbes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a appelé à une vengeance aveugle qui allait faire couler des rivières de sang. Aujourd'hui encore, le message de l'accusé est clair. Il y a 20 ans, sur la toile de fond d'une recrudescence de la tension et de la violence, et en fin de compte d'une guerre qui a déchiré la Yougoslavie, le message de l'accusé était encore plus clair. Il demandait que des crimes soient commis contre les Croates et les musulmans pour que sa vision tchétnique d'une grande Serbie puisse se réaliser. Il a aussi ravivé
l'organisation militariste tchétnique sous la tutelle ou sous les auspices de ses activités politiques. En 89, il recevait le titre militaire tchétnique accordé généralement, selon la tradition, au chef tchétnique, au voïvoda de la Deuxième Guerre mondiale, du chef tchétnique Momchilo Djujic. L'accusé a établi le mouvement tchétnique serbe que nous allons désormais appeler SCP. En 1991, l'accusé a incorporé le SCP dans son nouveau parti, le Parti radical serbe, que nous appellerons le SRS. La SCP est devenu l'aile militaire, le bras militaire du SRS. Il a alors créé une cellule de crise qu'il a appelée plus tard état-major de guerre, par laquelle il a recruté et déployé ses volontaires, les Chechelyevtsi. Et sa personnalité, son personnage militariste s'est étendu jusqu'aux lignes de front, où il se rendait arborant l'uniforme pour voir, pour rendre visite et inspecter les Chechelyevtsi. Vous avez maintenant la pièce P184, où vous voyez l'accusé en uniforme, portant un casque. Il est entouré d'autres hommes en uniforme. Regardez le casque qu'il porte. Il arbore un aigle blanc. Cet aigle blanc, c'est un symbole traditionnel serbe. Il est arrivé à l'accusé d'attaquer des témoins qui associaient les hommes de Chechel au symbole de l'aigle blanc. Car, disait-il, il existait une autre formation paramilitaire portant le nom d'aigle blanc. Mais cette image montre que ce symbole a aussi été utilisé par le SRS. Et d'ailleurs, l'accusé l'expliquait lui-même dans la pièce P185, page 1. Ces Chechelyevtsi avaient enlevé le symbole communiste de l'étoile à 5 branches des casques de l'armée pour les remplacer par un aigle blanc. Regardez la personne qui se trouve à gauche de l'accusé sur cette photo. Lui, il porte une casquette. Page du compte-rendu d'audience 6046. Le témoin VS7 a identifié cette personne, a dit que c'était Milan Lansoujanin, surnommé Kameni, qui était à la tête des Chechelyevtsi à Vukovar et était un des principaux auteurs du massacre d'Ovtchara. Cet élément de preuve montre clairement que l'accusé était prêt à réaliser cette vision de la Grande Serbie par tous les moyens possibles, comme il l'avait dit déjà il y a 20 ans. Il allait bientôt être en mesure de la réaliser, cette vision. Alors que le communisme perdait sa légitimité fin des années 80, les nationalistes qui vivaient dans les républiques de la RSFY ont commencé à vouloir leur indépendance. Ce fut d'abord le cas en Slovénie, en Croatie et bientôt en Bosnie-Herzégovine. Beaucoup de dirigeants serbes s'opposaient à cette idée, à cette perspective. Ils étaient décidés à empêcher que ne deviennent indépendantes les républiques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine parce que ça voudrait dire que les Serbes seraient séparés par des frontières internationales et allaient laisser des groupes importants de Serbes qui deviendraient des minorités en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
pour éviter que les Serbes soient divisés par ces frontières et soient séparés en plusieurs États, ils ont voulu qu'une grande partie de la Croatie et la Bosnie-Herzégovine deviennent des territoires dominés par les Serbes. Ces efforts se sont concrétisés tout d'abord par la création de régions autonomes serbes que nous appellerons SAO en Croatie et plus tard en Bosnie-Herzégovine. Ces efforts ont été soutenus par Milošević, qui était arrivé au pouvoir en surfant sur son programme nationaliste serbe et était considéré comme le protecteur et le mécène des Serbes en dehors de la République de Serbie. La Chambre l'a reconnu dans sa décision du 10 décembre 2007 portant fait juger celui-ci, les faits concernés ici étant les numéros 48 à 50. Désormais, quand je parlerai de cette décision, je dirai fait juger en anglais AF1. L'accusé et Milošević ont reconnu qu'ils avaient un objectif nationaliste commun et ont mis de côté leurs différends politiques. L'accusé a expliqué que peu importait la façon dont le régime de Milošević l'avait traité par le passé. Ce qui compte, disait-il, c'est comment il veille aux intérêts nationaux serbes aujourd'hui. Fin de citation, pièce P1215, page 8. Ils ont poursuivi cet objectif commun en établissant des régions autonomes serbes et des forces militaires serbes qui allaient combattre pour obtenir le contrôle de ces régions. La création des SAO a formalisé les aspirations territoriales nationalistes serbes en déclarant terre serbe de grandes parties de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Ce furent les premières mesures, les premiers pas franchis en direction d'une nation pan-serbe. Madame et Messieurs les juges, vous avez désormais à l'écran une carte qui vous montre les différentes régions autonomes serbes, SAO, qui furent déclarées à l'époque et l'aspect que ces régions avaient avant le début de la guerre. Les dirigeants du Parti démocratique serbe, le SDS, en Croatie, ont déclaré ou formé des SAO dans 3 zones convoitées, en Krajina, en Slavonie occidentale, et dans le SBSO, Slavonie, Baranja et Srem occidental. Les dirigeants de ces SAO incluaient des membres de l'entreprise criminelle commune, dont Milan Babić et Goran Hadžić. Milan Babić était président de la SAO de Krajina. Vous la voyez, c'est la zone de couleur turquoise. À gauche, vous la voyez maintenant grâce au pointeur. Quant à Goran Hadžić, il était président de la SAO de SBSO. De l'autre côté, ici précisément, vous avez maintenant le pointeur qui indique cette zone. En Bosnie, les parties en couleur vous montrent les territoires des SAO autoproclamés. Un autre membre de l'entreprise criminelle commune, Karadzic, était président du SDS en Bosnie-Herzégovine et il a explicité quels étaient les objectifs recherchés par ces SAO. Il a déclaré que si la Bosnie-Herzégovine quittait la Yougoslavie, je cite, la seule option, c'était la Grande Serbie. Il s'agit là de la pièce P877, paragraphe 30. Paragraphe 39. Karadzic a répété l'appel qu'il lançait pour que soit créée une grande Serbie en février 1992, pièce P503. Et l'accusé a reconnu que son parti avait ce même objectif, la création d'un seul État serbe. Vous le verrez à la pièce P1248, page
4, dit l'orateur. Vous voyez, toujours sur cette carte, les lieux où se trouvent les faits incriminés dans l'acte d'accusation. Vous voyez aussi les municipalités dites représentatives, les municipalités type. Et vous avez les points rouges qui vous montrent les municipalités reprises dans l'acte d'accusation. Nous avons tout près de la frontière avec la Serbie, la SBSO. Excusez-moi, je me trompe en disant que c'est près de la Drina. Vous voyez Svornik. Là, nous sommes près dans cette partie-là de la Bosnie-Herzégovine, de la Drina. Vous le voyez sur cette carte. Ici, nous sommes dans une zone de couleur grise. Donc, ça ne faisait pas partie au départ des SAO. Des crimes ont été commis aussi autour du Grand Sarajevo, de la région de Sarajevo, qui à ce moment-là ne faisait pas encore partie des SAO. Pareil pour Mostar, qui ne faisait pas partie d'une SAO. Mais avec Nevesinje, Brčko et Bijeljina, ainsi que Bosanski Shamac, vous avez des lieux qui se trouvent dans des endroits stratégiquement importants. Par conséquent, lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine, les forces serbes se sont emparées de ces lieux et en ont chassé ceux qui n'étaient pas serbes. Ces éléments de preuve prouvent que l'accusé et d'autres dirigeants serbes en Bosnie-Herzégovine partageaient un objectif commun, celui de créer un territoire dominé par les Serbes dans ces régions convoitées et au-delà de ces régions convoitées. En raison de leurs aspirations à créer un État serbe, les accusés l'accusé a établi son parti radical serbe a soutenu les dirigeants serbes en Bosnie-Herzégovine sur le plan politique. Il a établi son parti radical serbe en février 1991 et a promis que son parti soutiendrait le SDS et ses dirigeants dans toute la Bosnie et dans toute la Croatie. Vous voyez ceci à la page 13 de la pièce 153 où il dit que le SRS est prêt à soutenir le SDS en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Et c'est bien ce qu'il a fait. En mars 1991, par exemple, l'accusé est allé en Krajina pour soutenir des membres de la GCI, plus exactement Babic, et a demandé qu'il y ait une Krajina serbe qui soit créée où il n'y aurait pas, je cite, de place pour les Ustashi. Ici, il s'agit de la pièce P335, page 1. En SBSO, il a organisé des rassemblements et des rencontres avec les dirigeants locaux serbes pour voir comment organiser les forces militaires serbes dans la zone. Puis, il a déployé des Šešeljevci, des hommes de Šešelj, à Borovo Selo à leur demande. Vous voyez ceci à la pièce P55 comme à la pièce P1279, vous avez aussi le témoignage du témoin VS004 à cet effet. En Bosnie, il a rencontré Karadzic, un autre membre de l'entreprise criminelle commune, pour voir comment s'emparer des zones convoitées, et il a chanté les louanges de Karadzic dans ses discours. Vous le voyez à la pièce P1003, P1339, ainsi qu'à la pièce P1176, ainsi que dans d'autres. Il disait que, notamment à ses discours, ceci: nous savions que ceci allait déboucher sur un conflit, sur une guerre. En tout état de cause, j'avais déjà rencontré mes
tchétniks sur place. Nous avions une carte détaillée de l'Est de la Bosnie sous les yeux. Et nous planifions des actions en vue de la prise de contrôle de Visegrad, du pont de Visegrad, de Zvornik, entre autres. À l'époque, c'était évident. Il y allait avoir une guerre. Fin de citation. Je vous cite un extrait de la pièce P 1246, page 3. Les dirigeants serbes en Croatie ont demandé l'assistance militaire de l'accusé. Voyez la pièce P31. L'accusé admet qu'il a envoyé des Chechelevti dans la SAO de Krajina à la demande de Babic, membre de l'entreprise criminelle commune. De 1991 à 1992, les membres de l'entreprise criminelle commune, en l'occurrence Hadjic et Martic, se sont rendus dans les bureaux de l'état-major de guerre du SRS pour y demander des volontaires. Vous le voyez à la pièce P 1074, paragraphe 86. Des dirigeants de défense territoriale locale, eux aussi, ont... Est-ce que je me suis trompé? J'ai peut-être dit page 46 alors que j'aurais dû dire paragraphe 86. Des dirigeants de défense territoriale locaux. Aussi, eux aussi ont demandé à l'accusé de déployer ses hommes pour soutenir leurs forces dans les lieux où se trouvent des crimes incriminés et dans les municipalités représentatives de Croatie. L'accusé a répondu directement à ces demandes. Lorsque l'ATO de Vukovar a envoyé une demande pour que soient envoyés des Chechelevti à l'état-major de guerre du SRS, l'accusé a décidé d'envoyer autant de volontaires que possible. Ceci se trouve à la pièce C11, page 14. Des Chechelevti ont été déployés en Slavonie occidentale, où se trouve notamment la municipalité de Vocin, après qu'une demande à cet effet est envoyée par des TO serbes locales. Les témoins VS4 et VS33 vous l'ont dit, ainsi que la pièce P223. Bon nombre d'autres dirigeants serbes locaux en Croatie ont demandé à l'accusé d'envoyer des combattants. Vous le voyez notamment dans les pièces P942, ceci concerne Šišak, P264, là, il s'agit de Kuchani, P239, ceci concerne Novska, et pièce 226, ceci concerne Podravska Slatina. Ces déploiements de Chechelevti ont été soutenus par le MUP serbe. L'accusé a coopéré avec le MUP serbe par l'intermédiaire du témoin Petkovic. Ceci fut dit à la page 9 de la pièce P644. Petkovic a décrit cette coopération lors de son témoignage. Il a eu de nombreuses réunions avec des membres de l'entreprise criminelle commune, avec Stanisic, avec Simatovic, et ceci a été confirmé par le témoin Stefanovic. Par l'intermédiaire du MUP, les Chechelevti ont été plus tard déployés à Vukovar. Ils ont suivi une formation dans un centre de Lipovača, aux abords de Šid, en Serbie, formation organisée par le MUP serbe. Vous le voyez dans le témoignage du témoin Rankic. Quant aux membres de l'entreprise criminelle commune Arkan, lui avait des liens avec la DB de Serbie
et il a fourni un soutien logistique au Chechelevtsi à sa base qui se trouvait à Erdout, en Slavonie orientale. Et l'accusé a personnellement emmené les Chechelevtsi à Erdout et s'est adressé aux volontaires. Il leur a dit qu'il fallait tuer et chasser les Oustachis. Ceci se trouve à la pièce P528, paragraphe 32. Vous avez d'autres éléments à l'appui dans les pièces P921, page 2, page 30 de la pièce P1257 et dans le témoignage du témoin Rankic, P1074, paragraphes 85 et 86. Milosevic a aussi apporté une aide importante aux forces serbes locales. Grâce aux hommes en qui il avait confiance au sein du MUP de Serbie, c'est-à-dire les membres de l'entreprise criminelle commune Stanisic, Simatovic et Bogdanovic, Milosevic a apporté un appui militaire aux dirigeants serbes de la Krajina ainsi qu'aux forces de police qui étaient entraînés et armés. Il a été promis aux membres de l'entreprise criminelle Babic qu'il allait recevoir 20 000 canons. Dans la SAO de SBSO, Milosevic et Bogdanovic ont fourni des armes à la TO serbe locale. Ces armes étaient transmises aux hommes de Chechel qui avaient au préalable été déployés dans la SBSO. On trouve des éléments de preuve allant dans ce sens dans les pièces P1137, pages 115 et 116, ainsi que dans la pièce P1252, page 3, et dans la pièce P644. The Serbian MUP also participated. Le MUP de Serbie a également participé à des actes de provocation destinés à ce que les forces croates s'engagent dans les conflits. Dès qu'un conflit avait éclaté, la JNA arrivait sur les lieux dans le but prétendu d'apaiser la situation. En réalité, lorsque les affrontements s'étaient terminés, la JNA assurait la sécurité des conquêtes territoriales faites par les Serbes. On trouve cela dans la pièce à conviction P1137, page 92 à 94, dans la pièce P412, page donc dans la pièce P412, pages 1 à 4, et aux pages à la page 3968 et suivante du compte-rendu d'audience qui résume la déposition du témoin Reno Tönens. À partir du deuxième semestre de 1991, la République de Serbie a accru l'aide concrète qu'elle apportait sous forme d'armes, d'équipements de communication et d'autres fournitures faites aux Serbes de Croatie. Ceci révèle également que la République de Serbie finançait les salaires et les apports à la retraite de près de 50 000 membres de la défense territoriale serbe par le truchement de la SAO de Krajina, de la SAO de Slavonie occidentale et de la SAO de SBSO. On trouve mention de cela à la pièce à conviction P932. Par ailleurs, le MUP de Serbie a également créé ses propres unités de police, dont j'ai parlé il y a un instant, qui avaient pour objectif de mener à bien l'objectif commun. Et cette unité de police était connue sous le nom de Béret Rouge.
Dans la pièce P131. C'est une vidéo. On voit Stanisic, Simatovic et Slobodan Milosevic qui discutent avec fierté de ce qu'ils ont réalisé au cours de la guerre. Nous verrons les images de cette vidéo dans un instant et nous constaterons que ces hommes importants fêtent ce qu'ils ont réalisé dans le cours de leur poursuite de leur volonté de persécution en Croatie et en Bosnie. Madame, Messieurs les juges, vous verrez Simatovic expliquer que les bérets rouges ont été déployés à grande échelle un peu partout en Croatie et en Bosnie, c'est-à-dire dans ce que lui appelle l'intégralité de la zone ethnique serbe. Et il explique également que cette unité a été créée en mai 1991. Moi, je n'entends rien, dit l'accusé. Je vous ai déjà dit, Madame, Messieurs les juges, qu'ici, il y a beaucoup de documents et d'éléments de preuve et peu de gens au niveau du bureau du procureur. Ils ne sont pas capables de le faire. Quelle est l'erreur? Enfin, c'est déjà la énième erreur qu'ils commettent. Monsieur Markussen, Monsieur le Président, nous attendons qu'un petit problème technique se règle, si je suis bien informé. En attendant, Madame, Messieurs les juges, est-ce que vous n'avez pas honte de voir 5 personnes au nom du bureau du procureur et ne me voir que moi, tout seul, pour ce qui est de la défense? Je crois comprendre que cela vous arrange, ça doit vous plaire de façon considérable. Your Honours, I propose we continue without. Monsieur Markussen, Monsieur le Président, je propose que nous poursuivions sans la vidéo, car les juges pourront voir cette vidéo plus tard et en tenir compte, bien sûr, dans leur délibération. Je fais simplement remarquer que dans les images de cette vidéo, on voit Stanisic décrire les opérations importantes menées par les Bérets rouges. Il explique, par exemple, que cette unité des Bérets rouges a mené des opérations dans 50 lieux, qu'elle disposait de 56 centres d'entraînement destinés aux forces locales serbes et qu'il y avait également des centres d'entraînement dans un secteur intéressant en l'espèce, à savoir Vukovar, Bielinja, Bosanski, Shamac, Brčko et Trebinje, des lieux dont nous parlerons encore assez souvent dans le cours de nos arguments. Il est également expliqué dans cette vidéo que l'unité a créé et a fait fonctionner un terrain d'atterrissage. Un certain nombre de terrains d'atterrissage. Cette cérémonie honorifique s'est déroulée dans un lieu qui a reçu un nom d'après Radoslav Kostic, membre éminent de cette unité,
et vous entendrez parler de lui davantage, ainsi que de sa participation aux actions d'armement des Serbes de la région en Croatie ainsi qu'en Bosnie-Herzégovine, et en particulier dans le secteur de Zvornik, dans la suite des propos de l'accusation. L'accusé n'a pas simplement apporté son appui aux défenses territoriales locales en Croatie dans la période dont nous parlons, et il n'a pas simplement coopéré avec le MUP de Serbie, puisqu'il a également apporté un appui important à la JNA. Les efforts coordonnés destinés à entraîner, armer et déployer les hommes de Chechelia sont discutés dans les paragraphes 100 à 106 du mémoire en clôture de l'accusation. Au fil de l'évolution du conflit en Croatie, la JNA est devenue une armée serbe qui était sous le contrôle de Milosevic. Durant l'été 1991, les dirigeants de la JNA ont accepté les directives de Milosevic sans autre discussion et ont donc adopté un nouvel objectif qui était de nature nationaliste. Comme l'écrit Kadievitch, membre de l'entreprise commune dans le livre dont il est l'auteur, qui traite du démantèlement de la RSFY, cette nouvelle mission de la JNA est devenue la suivante. Je cite, « Protéger le peuple serbe en Croatie de telle façon que toutes les régions où la population est majoritairement serbe soient totalement libérées de la présence de l'armée croate et des autorités croates. » Fin de citation. Je crois que maintenant on entend la bande audio de la vidéo. En tout cas, moi je l'entends dans mes écouteurs. Mais je ne crois pas que nous en ayons besoin maintenant. Madame, Messieurs les juges, je pourrais peut-être les aider à faire le montage s'ils ne savent pas le faire, parce que moi je m'y connais. Jonas. Vous avez parlé du livre du général Kadijević. Quel est le numéro du document? That is la cabine française de basculer la traduction parce qu'on n'entend plus rien et comme l'audience est diffusée à l'extérieur, autant que les francophones comprennent ce que dit M. Markussen. we're back.
would Your Honours like... Monsieur Markussen, Monsieur le Président, est-ce que vous aimeriez que que je reprenne la citation dont je viens de donner lecture ou pas? Qui vous écoute, oui, reprenez la citation. Monsieur Markussen. Donc, j'étais en train de dire que l'accusé a approuvé le nouvel objectif assigné à la JNA. Et à cette fin, il a dit, je cite, « La JNA est aussi serbe, car elle est notre seule armée. » Et les événements ont montré que la JNA n'avait que nous, elle aussi. Par conséquent, la JNA est à nous. Fin de citation. Ces propos sont rapportés dans la pièce P 1281, page 3. Toutefois, la JNA s'est trouvée confrontée à une pénurie en effectifs due aux désertions et aux efforts qu'elle déployait elle-même pour purger les non-serbes de ses rangs. Afin de combler ces vides, les dirigeants de la JNA se sont adressés à l'accusé. Comme il l'a dit lorsqu'il a témoigné dans l'affaire Milosevic, plusieurs officiers de haut rang de la JNA ont rendu visite au quartier général du Parti radical serbe afin de le rencontrer et de discuter de l'envoi d'hommes de Šešelj au sein de la JNA, parce que la JNA avait de gros problèmes à mobiliser les conscrits. Et l'accusé a accepté cette proposition. Ceci se trouve dans la pièce P31, pages 242 et 243. Le témoin Petković décrit dans sa déposition les rencontres qu'il a eues en sa qualité de chef de l'état-major avec les généraux Domazetovic et Panic, généraux de la JNA. Petković décrit un incident survenu pendant l'été ou au début de l'automne 1991, incident au cours duquel lui-même, au nom de l'accusé, a dit aux généraux Domazetovic et Panic que l'accusé cesserait d'envoyer des hommes de Šešelj en Croatie, à moins que des armes et des uniformes ne leur soient fournis rapidement. Ce qui montre que c'est bien l'accusé qui exerçait le contrôle sur les hommes qu'il envoyait dans les rangs de la JNA. Les généraux ont répondu qu'ils ne pouvaient pas distribuer des armes à l'intérieur de la Serbie, mais que des armes seraient fournies dès que les hommes de Šešelj auraient quitté le territoire de la Serbie. L'accusé a accepté ces dispositions car il a compris que la Serbie n'était pas officiellement impliquée dans le conflit en Croatie. Le témoin Stefanovic, qui a été membre de l'état-major de guerre, a également confirmé que le Parti radical serbe coopérait avec l'état-major général de la JNA en envoyant des uniformes et des armes aux hommes de Šešelj dans la caserne de la JNA. Ceci est évoqué dans la pièce P634 au paragraphe 21. Grâce à l'accord que l'accusé a conclu avec la JNA, des milliers d'hommes de Šešelj ont été entraînés et équipés dans les locaux de la caserne de la JNA à Belgrade et à Novi Sad. On trouve mention de ce fait dans la pièce P857 au paragraphe 38 à 41, ainsi que dans la pièce P30, dans la déposition du témoin Rankic, dans la pièce P1074 au paragraphe 96, ainsi que dans la déposition du témoin Stojanovic, pièce 528, paragraphe 10, et dans la pièce P54 en page 2. Dans son mémoire, l'accusé a nié toute coopération avec Milosevic
en déclarant qu'il ne pouvait en aucun cas avoir participé en tant que membre à l'entreprise criminelle commune. Mais il n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses dires. Et désormais, l'accusé a fini par admettre, avant la publication de l'acte d'accusation le concernant, que les éléments de preuve apportés par les témoins Petkovic, Rankic, Stefanovic et d'autres au sujet de son étroite coopération avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune en vue d'armer et d'équiper les hommes de Chechel étaient exacts. Nous verrons cela dans la vidéo qui constitue la pièce P644, dont je demande la diffusion. Vojislav Chechel, tout ceci s'est fait avec une connaissance pleine et entière de Milosevic, cela ne fait aucun doute. Des hommes importants au sein de la police avec lesquels nous coopérions à l'époque ont été Radmilo Bogdanovic, Mikhail Kertész et d'autres. Franco Simatovic, alias Frankie, qui plus tard a commandé les Bérets Rouges. Et au sein de l'état-major général, nous avons coopéré principalement avec le général Domazetovic, qui était le chef adjoint de l'état-major général, et à cette époque-là aussi, qui à cette époque-là aussi était chef de la direction chargée du personnel, si je me souviens bien. Et il y a eu d'autres contacts avec des officiers subalternes, etc., en fonction de la nécessité de la situation. Nos volontaires sont allés à Belgrade, à la caserne de Bubanj Potok, et c'est là que nous avons revêtu nos uniformes et qu'on leur a donné des armes et des autobus pour les emmener là où ils voulaient. Ils étaient sous le commandement de l'armée populaire yougoslave dès que l'armée populaire yougoslave a commencé à participer au combat. Fin de citation. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, il est tout à fait clair, à partir des éléments de preuve dont je viens de parler, que l'accusé a coopéré étroitement avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune pour mettre en place les forces combattantes serbes qui seraient déployées sur le terrain dans le but de créer un État serbe. En juin 1991, la JNA a participé à une offensive en Croatie. Pendant les opérations en question, c'est elle qui a exercé pleinement le commandement sur la défense territoriale serbe et les forces de police en Croatie, ainsi que sur des unités du MUP serbe, et comme nous venons de le voir, sur les hommes de Chechel que l'accusé avait fournis avec enthousiasme. Dans son mémoire préalable au procès, l'accusé tente de minimiser l'apport qui est le sien à la campagne menée en Croatie, en affirmant qu'il n'était qu'un simple sergent recruteur pour la JNA et que tout ce qu'il a fait était légal. Ceci est inexact. Les actes de l'accusé eux-mêmes ont consisté à se livrer à des recrutements légaux, mais des actes légaux peuvent représenter une contribution importante à l'entreprise criminelle commune. Par exemple, voyons l'arrêt prononcé dans l'affaire Krajišnik au paragraphe 215. Par ailleurs, l'accusé n'était pas un simple sergent recruteur pour une guerre légitime. C'était un propagandiste fanatique qui a apporté qui a participé à une entreprise illégale. Lui-même et les autres membres de l'entreprise criminelle commune qui ont agi avec lui avaient pour but de mettre en œuvre des objectifs nationalistes grâce à tous les moyens possibles et nécessaires, en particulier à la commission d'un certain nombre de crimes. Ces crimes ont commencé, comme les juges de la Chambre l'ont déjà entendu, en août 1991, au moment où a eu lieu la campagne de persécution menée par les forces serbes contre la population non serbe de Croatie. Et ces crimes en Croatie ont été inséparables de la campagne en tant que telle. Milan Babic, membre de l'entreprise criminelle commune, a dit dans sa déposition dans l'affaire Milosevic que pendant la guerre en Croatie, la JNA avait mené des opérations de combat de telle façon qu'elle avait contraint non seulement les forces armées croates à se retirer, mais également toute la population non serbe, y compris des villages qui ne menaçaient en rien la JNA, ont été totalement détruits. Voir pièce P1137, pages 92 et 93.
Dans la page 92 de cette pièce, Babich déclare dans sa déposition ce qui suit, je cite, « En agissant ainsi, à partir du mois d'août 1991, la JNA s'est engagée dans une guerre destinée à ce que les territoires capturés par elle demeurent sans aucun habitant croate, ou en tout cas le moins possible. Des maisons et des immeubles ont été détruits dans ces opérations de combat et par la suite, des biens ont été pillés. » Fin de citation. Les observateurs de la mission d'observation européenne qui se trouvaient en Croatie à cette époque-là a décrit la violence de la tactique utilisée par la JNA. La JNA commençait par terroriser les villes afin qu'elles se rendent en abattant sur ces villes des tirs d'artillerie. Ensuite, des hommes appartenant à des formations irrégulières qui étaient armés et soutenus par la JNA pénétraient dans la ville à pied pour occuper les lieux. Enfin, la JNA s'assurait un contrôle complet. Cette tactique n'a pas été utilisée uniquement contre des villes importantes telles que Vukovar, mais, je cite, elle a été utilisée sur l'ensemble des territoires dans un très grand nombre de petits villages où les habitants croates ont été tués ou contraints à partir après que ces villages aient été rasés au bulldozer pour simplement ne plus exister. Ces villages ont tout simplement été détruits de façon aléatoire. Fin de citation. On trouve cela dans la pièce P412, page 16. Les conséquences désastreuses de cette campagne sont évoquées dans le mémoire en clôture de l'accusation au paragraphe 108 à 116. Et en cet instant, je renvoie simplement les juges de la Chambre à la pièce P632, page 76 à 80, où l'on voit que plus de 200 000 civils croates ont été expulsés de leur domicile. Fin de citation. Non seulement l'accusé a envoyé des milliers d'hommes de Šešelj sur les lieux pour qu'ils participent à cette campagne particulièrement bestiale de persécution, ces hommes de Šešelj ont également commis un certain nombre de crimes et sont d'ailleurs devenus rapidement si connus pour leur violence et pour leurs crimes que même les organisations internationales les connaissaient. Helsinki Watch a évoqué dans un rapport, dans une lettre ouverte envoyée à Milošević et à d'autres dirigeants serbes, que l'on trouve dans la pièce à conviction P183, ce qui suit, je cite, « Le gouvernement serbe a dans certains cas soutenu la création d'au moins 3 groupes paramilitaires en Serbie, groupes qui ont opéré en Croatie. Le groupe qui apparemment était le plus violent de tous était dirigé par Vojislav Šešelj, le dirigeant du parti radical serbe, et par le mouvement tchétnique serbe. » Fin de citation. Ceci figure en page 2 de la pièce dont je viens de parler. En fait, les éléments de preuve en l'espèce ont apporté la preuve du fait que les hommes de Šešelj ont commis un grand nombre de crimes visés à l'acte d'accusation. Et, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, les éléments de preuve dont je viens de parler, ainsi que bien d'autres qui seront cités dans le mémoire en clôture de l'accusation, prouvent la nature criminelle de l'objectif commun partagé par les membres de l'entreprise criminelle commune, et ce, au-delà de tout doute raisonnable. En août 1991, au moins, l'objectif commun qui consistait à créer une grande Serbie, pour reprendre les termes de l'accusé, incluait une campagne de persécution contre les non-serbes et la commission de crimes visés à l'acte d'accusation. Comme nous allons le voir maintenant, les membres de l'entreprise criminelle commune ont développé rapidement leur campagne de persécution à tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Alors que la campagne de persécution en Croatie était à son apogée, je ne sais pas, Madame, Monsieur les juges, si vous demandez s'il faut faire une pause. En fait, étant donné que nous allons aborder un autre domaine, nous pouvons faire une pause ou je peux poursuivre. J'ai besoin d'1h30 encore. Mieux, on va faire une pause, comme ça vous permettra de reprendre sur l'autre aspect. Donc nous allons faire notre pause traditionnelle de 20 minutes, mais Monsieur Šešelj, si jamais
hypothèse d'école, j'ose espérer, vous vous sentiez pas bien, on peut faire des pauses à votre demande. Sinon, on continue de manière classique, 1h30 et 20 minutes de pause. Monsieur le Président, je pense que c'est plutôt Monsieur Marcussen qui se sentira mal, et pas moi. Je ne vois pas pourquoi ce serait toujours moi. Peut-être que vous, les juges, vous vous sentirez mal. Nous allons faire donc 20 minutes de pause et nous nous retrouverons dans 20 minutes. All rise, we will wait.